Bonjour, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Clément Boeuf et je suis doctorant au laboratoire ILIAD de l'Université de Franche-Comté en France. Et mes recherches portent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'apprentissage. Alors en fait, mon objectif, c'est d'intégrer du machine learning dans le module pédagogique d'un système de tutorat intelligent, qui est en fait un environnement informatique qui a pour objectif de personnaliser l'apprentissage et de générer des feedbacks. Donc, le module pédagogique va faire office de moteur du système et il va principalement communiquer avec deux autres éléments. Le modèle de connaissance du domaine, donc c'est-à-dire en fait les règles du domaine à apprendre, et le modèle de l'apprenant, qui est en fait une représentation la plus précise possible de l'apprenant, donc qui il est, ses préférences d'apprentissage, ses habitudes d'utilisation, ses connaissances déjà acquises, etc. En plus de ça, l'intégration de l'API TeamCAN va permettre de monitorer les ressources qui sont consultées par l'apprenant, qui seront stockées dans un Learning Record Store, un LRS, afin d'enrichir le modèle de l'apprenant. Alors, toutes ces données, elles vont permettre deux choses. D'abord, d'un point de vue étudiant, ça va permettre de personnaliser le chemin d'apprentissage de l'étudiant à travers, par exemple, des choix d'objets pédagogiques ou des méthodes d'évaluation qui marchent le mieux avec son style d'apprentissage. Ça va également permettre de mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques fixés et donc de fournir un feedback précis sur l'évolution de l'apprenant, sur ses difficultés ou sur les choses qu'il a réussi à accomplir. Ce feedback, il peut être aussi utilisé comme source de nouvelles données d'apprentissage à fournir au modèle pour qu'il ajuste sa personnalisation. euh, Pardon. Le feedback, il va être aussi utilisé comme une nouvelle source de données à fournir donc à tout le système pour qu'il ajuste sa personnalisation au vu des choix qui ont été effectués en amont et de l'atteinte ou non des objectifs pédagogiques de l'apprenant. Côté enseignant, le tuteur intelligent, il a deux aspects principaux. C'est le premier, c'est de faciliter le suivi des apprenants, déjà, principalement à travers la génération de feedback. Ces feedbacks qui vont aussi permettre d'aider l'enseignant à prendre des décisions quant à l'utilité et l'impact des diverses ressources utilisées. Et le second aspect, ça sera un aspect qui va lui faciliter la vie pour l'agrégation des ressources pédagogiques à travers l'utilisation des technologies sémantiques. Si par exemple, il veut faire un cours. Alors, sans trop rentrer dans les détails, les technologies sémantiques, c'est des technologies qui permettent de donner du sens à un ensemble de données. C'est ce qu'on appelle des ontologies. Et ces ontologies-là sont exploitables par des logiciels, à la différence du web actuel, qui ressemble en fait à un dictionnaire géant que les algorithmes, ils sont incapables de comprendre précisément. Donc cet outil, comme toute technologie, il a des limites, hein. On peut par exemple citer les biais d'apprentissage qui surviennent lors de l'entraînement du modèle et puis qui résultent sur une déviation systématique des résultats. Et qui peuvent avoir diverses natures et puis ils peuvent se limiter en définissant les besoins des utilisateurs ou encore en contrôlant la cohérence des méthodes statistiques utilisées. Une autre limite majeure est la mauvaise compréhension de la technologie, qui a été évoquée d'ailleurs un petit peu dans les présentations précédentes, qui peut intervenir à deux niveaux. Alors le premier, c'est côté concepteur avec des problèmes de systémique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le second, c'est du côté utilisateur avec un manque d'éducation sur l'apprentissage machine, sur l'intelligence artificielle en général. Il y a tout un travail à faire pour démystifier la technologie en apprenant par exemple les bases d'algorithmie ou les bases du machine learning lors du cursus scolaire traditionnel. De plus, il serait peut-être assez plus judicieux de parler d'apprentissage machine que d'intelligence artificielle, parce qu'intelligence, c'est un terme qui est assez fort et puis fondamentalement assez incorrect au vu du degré d'intelligence dont ces logiciels font réellement preuve. Enfin, le dernier problème que j'aimerais évoquer, c'est celui du traitement des données sensibles. Parce que pour fonctionner, le système, il a besoin d'un maximum de données sur l'apprenant, son âge, son niveau d'études, sa langue natale, son niveau de connaissance, le style d'apprentissage, ses habitudes d'utilisation, de connexion, enfin bref. Il lui faut énormément de données et toutes ces données, elles sont essentielles pour dresser un modèle précis de l'étudiant, mais elles sont extrêmement sensibles. Et une des solutions qui a été envisagée pour limiter le transfert de ces données dans le cloud, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle périphérique, qui va être en fait une méthode de machine learning qui traite les données directement depuis la source. L'intérêt de cette technique, même si elle dispose, comme toute technique, d'inconvénients, c'est que les données ne sont pas transférées entre les différents systèmes. Il n'y a que les modèles qui transitent, ce qui améliore la protection des données privées. Alors, pour conclure, je pense que le machine learning peut s'avérer être un outil formidable pour l'éducation, de par la possibilité de personnalisation de l'apprentissage pour chaque apprenant, mais aussi de par la possibilité d'agrégation et de synthétisation de contenu pour l'enseignant. Maintenant, cette technologie, comme toute technologie, elle n'est pas sans risque et les dérives, elles doivent être réfléchies en amont afin d'éviter de basculer dans une dictature technologique où l'outil échappe complètement à ses utilisateurs.
C'est certes une technologie très puissante, mais à manipuler avec beaucoup de précautions de par ses diverses implications éthiques et technologiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Clément. Alors, je vous invite à cesser le partage d'écran. Et si jamais il y a des personnes qui ont des questions, je vous invite à lever votre petite main dans Zoom et ou à l'écrire dans la conversation, dans le clavardage. Ah, Chris, tu as une question, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est super clair, c'est intéressant. Là, vous avez fait une description du système général, vous avez monté plusieurs aspects cautionnaires. Toi, comme étudiant, as-tu une ambition ce serait quoi les détails de ce système que tu veux créer? Est-ce que tu veux faire une emphase sur certains aspects des interactions? Est-ce que personnellement, tu n'as peut-être pas fait toutes les recherches à ce niveau de détail encore, là, mais as-tu une vision de cela? Merci pour la question. Alors, effectivement, j'en suis qu'à ma première année, donc pour le moment, j'ai énormément le nez dans les bouquins. Mais mon objectif à moi serait que ce système puisse permettre à n'importe qui d'apprendre à peu près n'importe quoi. Parce que tant que le module pédagogique, donc le moteur du système et le modèle de l'apprenant fonctionnent, ça veut dire qu'au niveau du modèle des connaissances, on a juste à remplacer les connaissances qu'on veut transmettre. Donc ça pourrait être des connaissances concernant la physique, concernant les mathématiques, concernant des recettes de cuisine. Mon objectif final serait d'essayer d'avoir un système qui a au moins ces deux modules-là de fonctionnel, histoire qu'on ait juste à lui accrocher un petit module, entre guillemets, de connaissances et qu'il soit capable de le traiter tout seul et d'adapter son approche pédagogique en fonction de la personne qui utilise le système. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci. Il y a un côté, je vois un peu utopique parce qu'on n'a pas encore un tel système qu'on peut simplement, on a une bibliothèque de modules, puis comme à la Matrix, on le rentre, puis ça fonctionne. Et justement, souvent, on a besoin de quelqu'un qui rentre avec une nouvelle vision qui va faire, ben finalement, c'est très faisable. Mais je pense que c'est un des grands défis, c'est de comment on va faire un module qui est modulaire. Donc, si ça vient de n'importe quel champ de connaissances, que ça va juste fonctionner. Donc, j'imagine à un certain point, tu vas te trouver à choisir un contenu, un modèle d'un certain champ d'expertise et ben, ça va être intéressant. C'est quoi les défis comparés à vos constats d'aujourd'hui? Merci. Merci, Chris. Normand? Oui, ben moi, ma question, elle est un peu dans le sens de Chris, justement, sur l'ampleur d'un tel dispositif, en tout cas, du moins la faisabilité. Ma question était peut-être de savoir, selon ce que vous avez lu, est-ce que le machine learning, est-ce qu'il s'appliquerait de la même façon que ce soit des jeunes adultes, peu importe le niveau? Ça me questionne un peu, autant sur le plan éthique que justement comment on va pouvoir le jeune mineur peut consentir à ce que ces données servent à faire du machine learning. Mais j'étais curieux de voir, en tout cas, du moins, comment ces approches-là pourraient être différenciées selon si c'est un adulte qui apprend différemment d'un jeune, selon les principes qu'on sait, en fait, qu'un adulte n'apprend pas comme un jeune enfant, par exemple, ou du moins un peu plus jeune. Alors c'est vrai que c'est une bonne question. Dans mon approche, je pense utiliser du deep learning pour euh, pour permettre de moduler le système en fonction de la personne qui est en face. Et je dois avouer que pour le coup, le deep learning, il y a des choses qu'il fait très bien, mais quand on regarde précisément comment ça marche, ben, on comprend pas parce que c'est des couches de neurones empilées les unes après les autres. On voit ce qu'on met en entrée, on voit ce qui sort, on constate que ce qui sort, ça marche, mais on sait pas trop ce qui se passe entre les deux. Et c'est comme ça que j'aimerais du moins entraîner mon système. Alors c'est vrai que j'ai aussi le problème de Bruno qui passait avant, c'est-à-dire les données. Il va me falloir énormément de données d'étudiants de plus ou moins âgés pour avoir des idées sur comment ils apprennent le mieux, quelles ressources, en fonction de quel style, etc. Mais en supposant que je puisse avoir ça, j'espère avoir un module de deep learning qui sera relativement efficace pour pouvoir avoir une liste d'entrées, donc les caractéristiques de l'apprenant, et qui fasse ses choix tout seul pour arriver en sortie au meilleur résultat possible, sans forcément
comprendre ce qui se passe entre les deux. En tout cas, vous avez du travail pour les prochaines années. Ouais. Nous avons aussi des questions dans le clavardage. Donc, je vais me permettre de lire la question d'Annabelle Comine. J'espère que je prononce bien le nom de famille. Pourriez-vous me dire où nous en sommes dans la construction d'ontologie en éducation? J'ai vu des avancées importantes du côté de la santé, par exemple pour les prescriptions, et le travail important que cela demande. Alors, je pourrais pas répondre à beaucoup de précision à ça, là comme ça, mais de ce que j'ai vu, euh, dans l'éducation, c'est plus compliqué parce qu'il y a quand même un aspect humain à prendre en compte, un peu plus que pour faire des diagnostics médicaux. Et ça rend la création d'anthologie pour l'éducation assez compliquée. Après, pour le moment, on a quand même des anthologies qui commencent à ressembler à quelque chose pour modéliser des domaines de connaissances. Et j'espère, je pense que c'est suffisant pour se permettre de les intégrer dans un module, dans un système de tutorat et d'avoir un résultat relativement correct.